Lorsque nous parlons de philosophie, nous rentrons naturellement dans un univers. Le champ est tellement vaste, le champ est tellement ancien qu'il est facile de se perdre, mais cela ne veut pas dire que c'est inéluctable. Donc en fait, il vaudrait mieux essayer de voir, par exemple, la philosophie suivant les époques. Donc on a la philosophie antique, on a de la philosophie euh, au Moyen Âge, dans la Renaissance. On peut voir son évolution. On peut parler aussi de la philosophie contemporaine qui va naître à partir de Kant. Et là, on pourrait se dire, peut-être que ça, c'est plus facile d'accès. Donc, essayer de voir qu'il y a déjà deux grands courants majeurs. Par exemple, la philosophie analytique et la philosophie, on pourrait dire, plutôt continentale, en tout cas la phénoménologie. Alors, la première approche analytique, elle est plutôt dans un cadre, on pourrait dire, de type Popper, hein, Karl Popper. On peut aussi avoir, bien sûr, Bertrand Russell et évidemment Ludwig Wittgenstein. On peut parler aussi de Carnap, on peut parler globalement du positivisme et d'une théorie de la connaissance. Dans ce cadre-là, il est facile aussi d'accéder à Searle. Du point de vue maintenant de la phénoménologie, il est difficile de mettre en place cette approche parce qu'elle semble au départ totalement naïve, puisqu'elle a tendance à déconnecter la réalité et à essayer de mettre en place l'objet sans les croyances autour de cet objet. On le retrouve très bien chez Heidegger, bien sûr, par la suite aussi chez Jean-Paul Sartre, mais bien sûr aussi chez Merleau-Ponty. Donc on peut dire qu'il y a l'approche religieuse et existentielle, le problème de la perception. Dans tous les cas, on voit, même si ces deux courants ne sont pas exhaustifs, parce qu'il y a aussi d'autres approches philosophiques, que même dans la philosophie contemporaine, il est nécessaire d'aborder cette entité de philosophie comme une variété. C'est un champ qui est tellement vaste qu'il y a forcément des tendances, des courants, des écoles. Alors là, par la suite, on peut s'enfoncer, on peut mettre en évidence certains apports. On le voit avec l'être et le temps, plus difficilement avec l'être et le néant. On voit aussi les contributions de Camus, qui sont importantes sur le plan humain. Et si on remarque cet ensemble de contributions, je reviens aussi à Wittgenstein et à Russell, on a une tendance à voir de manière plus efficace ce qui est concevable. Et finalement, ça nous permet d'avoir des problématiques qui sont plus claires et donc d'avoir des résolutions plus concrètes, même dans le domaine de la philosophie. Dans tous les cas, on voit que cette gestion de la connaissance va nécessiter une grande ouverture d'esprit. C'est quand même quelque chose qui est rare. On peut le remarquer aussi à travers non seulement Kant, mais aussi Spinoza. On le voit aussi avec Michel Stater, qui est plus rare encore, car plus jeune. Mais dans tous les cas, on voit bien que ce vaste champ, même à l'époque contemporaine, sans parler de l'Antiquité, du Moyen Âge, de la Renaissance et de l'époque classique, donne une vision de l'humanité qui est finalement fondamentalement différente, bien plus profonde et bien plus diversifiée, d'où l'intérêt de remettre en cause certaines de nos idées, pas seulement dans le domaine des croyances, je parle plutôt des idées reçues, et d'utiliser la philosophie comme un instrument qui permet d'approfondir des connaissances, de créer des connaissances et de dépasser, bien sûr,
la désinformation.